Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les tensions en mer de Chine méridionale. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a indiqué que le rejet par la Chine du processus d'arbitrage déposé par les Philippines dans le cadre des revendications territoriales respecte le cadre législatif après une réunion avec son homologue australienne Julie Bishop à Beijing mercredi. L'Australie exige une résolution des différends en mer de Chine méridionale de manière pacifique, ce qui comprend un processus d'arbitrage. La Chine suit en fait la loi internationale en n'acceptant pas l'arbitrage concernant la souveraineté et les droits maritimes. Parce qu'après avoir rejoint la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer en 2006, la Chine a publié une déclaration selon les droits accordés à la Chine par l'article 298 de l'UNCLOS. Nous avons publié une déclaration gouvernementale pour que la Chine ne soit pas assujettie aux mesures de règlement obligatoire. Le gouvernement chinois continuera à soutenir la déclaration. Le ministre a fait la liste des raisons pour lesquelles la tentative d'arbitrage des Philippines, d'abord faite en 2014 à un tribunal de l'ONU, est invalide et inacceptable. Il a dit que c'était un geste unilatéral par les Philippines qui va à l'encontre des normes internationales d'arbitrage et qu'ils n'ont pas encore épuisé d'autres moyens pour arriver à une résolution. Wang Yi a aussi dit que n'importe quel déploiement d'armement sur le territoire de la Chine serait légitime. Cette précision était en réponse à des déclarations occidentales qui prétendent qu'un système de missiles solaires avancé a été déployé sur l'une des îles contestées en mer de Chine méridionale. J'espère que les médias, d'où qu'ils soient, y compris ceux des pays occidentaux et d'Australie, porteront davantage leur attention sur les phares que nous avons construits sur certaines des îles que nous utilisons en mer de Chine méridionale. Ces phares, aujourd'hui en fonction, sont très utiles à la sécurité des embarcations naviguant dans les environs. Ils peuvent aussi s'attarder sur les installations de prévision météorologique et autres que nous prévoyons de construire pour offrir un abri, assistance, secours et intervention d'urgence aux bateaux de pêche. En tant qu'État le plus vaste de mer de Chine méridionale, la Chine a pris des mesures assurant biens et services à la communauté internationale. Elle joue également là un rôle positif. De plus, les installations limitées et nécessaires d'autodéfense que la Chine a construites sur les îles et récifs où est stationné le personnel chinois sont cohérentes avec le droit qu'a la Chine d'assurer sa protection et sa défense dans le cadre du droit international. Cela ne devrait être l'objet d'aucun doute. Et le ministre chinois des Affaires étrangères a également souligné que la démilitarisation profitait à tous, mais que ce concept ne pouvait pas être appliqué à un seul pays ou avec des normes variables ou même multiples. Il a également expliqué que la démilitarisation en mer de Chine méridionale avait besoin d'efforts communs dans le pays, de la région, mais également de l'extérieur. Le ministre chinois des Affaires étrangères a ajouté que la Chine avait remarqué pendant les réunions récentes entre les États-Unis et l'ASEAN que les deux parties ont promis de démilitariser la région. Il a conclu en indiquant que la Chine espérait qu'ils pourront respecter leurs paroles. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu mercredi à une déclaration lors d'un point de presse particulier après 2 jours de réunion en Californie entre les États-Unis et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le porte-parole chinois a déclaré qu'attiser les tensions autour des problèmes en mer de Chine méridionale ne servait pas les intérêts de la région. Nous souhaitons développer nos relations avec les États-Unis et l'ASEAN. Nous espérons que nos liens pourront permettre d'accélérer l'interaction et la coopération régionale et maintenir la paix et la stabilité dans la région. Nous avons remarqué que certains pays cherchent à attiser les tensions autour de la question de la mer de Chine méridionale, mais la plupart des pays de l'ASEAN s'y opposent car cela pourrait être dommageable à la paix et à la stabilité ainsi qu'à la confiance politique entre pays. Le ministre Hong Lei a également répondu aux commentaires du président américain Barack Obama en disant que l'ensemble des parties concernées par les disputes devraient résoudre le problème par un arbitrage. Il a dit que les États-Unis devaient cesser d'essayer d'attiser les tensions dans la zone. Il a ajouté que les États-Unis ne sont pas concernés par ces disputes et qu'ils devraient favoriser une bonne atmosphère pour permettre de trouver une solution pacifique. M. Hong Lei a dit à nouveau que l'océan Pacifique
est assez vaste pour la Chine et les États-Unis et que ces derniers devraient se rappeler que les intérêts des deux pays sont très liés. Les dirigeants de l'Union européenne doivent se réunir à Bruxelles pour un sommet crucial qui devra permettre de maintenir le Royaume-Uni dans l'Union et de résoudre définitivement la plus grande crise des migrants en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre britannique David Cameron a demandé des réformes majeures en l'échange de l'appartenance du Royaume-Uni dans l'Union. Le président de l'UE, Donald Tusk, a mis en garde jeudi dernier qu'il n'y avait aucune garantie d'aboutir à un accord lors du sommet qui durera 2 jours. David Cameron a promis au peuple britannique un référendum sur l'appartenance du pays à l'UE en 2017, mais il est largement attendu qu'en cas d'accord obtenu à Bruxelles, le vote serait avancé au mois de juin de cette année. Les dirigeants européens devront enfin trouver une solution définitive à la crise des réfugiés qui ne cesse de s'aggraver avec l'arrivée de plus d'un million de nouveaux migrants sur le vieux continent. Le Premier ministre britannique David Cameron participe donc à un sommet avec d'autres dirigeants européens pour discuter de l'avenir de son pays au sein de l'Union européenne. Monsieur Cameron s'attend à ce que les négociations soient difficiles. On l'écoute. Si nous pouvons conclure une bonne entente, alors je vais l'accepter. Mais je n'accepterai rien qui ne soit pas à la hauteur de nos attentes. Je pense que c'est beaucoup plus important d'arriver à un accord équitable plutôt que de se précipiter, de bâcler le processus. Mais je pense qu'avec de la bonne foi et beaucoup de travail, nous pourrons obtenir un meilleur accord pour le Royaume-Uni. Le Premier ministre Cameron tente d'obtenir des concessions des autres dirigeants sur des problèmes qu'il croit essentiels s'il veut gagner un référendum d'adhésion à l'Union européenne dans son pays. M. Cameron souhaite une réforme dans 4 domaines. Des mesures pour restreindre les migrations, des mesures pour protéger le quartier financier de Londres des décisions qui impliquent les 19 membres de la zone euro. Ainsi également, il souhaite que la Grande-Bretagne soit exclue du concept de l'union toujours plus étroite et dit espérer une plus grande concurrence en Europe. Le président français, François Hollande, a par ailleurs dit qu'un accord était possible. Mais il a souligné qu'aucun pays ne devrait avoir un veto sur le processus d'intégration des membres de l'Union européenne. Pour le Premier ministre britannique David Cameron, le sommet de Bruxelles de cette semaine pourrait décider si la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Il est engagé dans une série de discussions de haut niveau et cherche à s'assurer du soutien pour des réformes de l'UE avant un référendum cet été. Pour le Premier ministre, ce sommet est un tourbillon de rencontres et de salutations, de poignées de main et de sourires. Ici avec le président du Parlement européen, Martin Schulz, et ici avec les dirigeants des partis parlementaires de l'UE. L'objectif de Cameron, débattre des réformes et persuader les Britanniques de voter pour rester dans l'UE. Les sondages d'opinion suggèrent que ce sera une tâche difficile. I think we should be out of the union. I'm for in. I think it'd be nice if they can make laws without the European Union interfering. There's no convincing case for leaving, so it's too big a risk to take, too big a gamble. Out. Why? Because I think Britain do better on their own. Undecided at the moment. At the end of the day, I am probably a yes man. Prime Minister. Au Parlement britannique, Cameron a été solide. Nous sommes une nation fière et indépendante, avec des institutions démocratiques indépendantes fières qui nous ont bien servi durant des siècles. Toutefois, il est conscient que de nombreux eurosceptiques sont sur les bancs, derrière, dans son propre parti. Ce n'est pas le seul moyen d'avoir le contrôle de nos frontières, de nos revenus fiscaux et de notre système de santé. Il faut partir tout en étant un bon Européen et les laisser continuer avec leur union politique. Il s'agit en fin de compte d'un référendum sur nos lois et nos frontières, si nous voulons qu'elles soient décidées ici, par nous ou à l'étranger, c'est-à-dire par d'autres. Cet homme, Nigel Farage, est en colère face au nombre de personnes venant des pays de l'UE et cela a fait que l'immigration est devenue un sujet brûlant de l'élection générale. Immigrants bienvenus, combien demande Farage. L'un des plus forts alliés de Cameron est la chancelière allemande Angela Merkel, la plus puissante politicienne d'Europe. Pourtant, elle contrecarre la perspective de voir la fin de la liberté de mouvement des travailleurs. Donc Cameron vient à demander un délai de 4 ans pour les avantages liés au travail pour les travailleurs de l'UE et promet que la Grande-Bretagne peut se désengager ou être encore plus proche que jamais de l'Union européenne.
La direction du Parti de l'Union démocratique, le parti syrien kurde, a démenti les rumeurs selon lesquelles il serait impliqué dans les attentats à la bombe perpétrés à Ankara mercredi. Au moins 28 personnes ont perdu la vie dans une attaque à la voiture piégée ayant pris pour cible des militaires présents dans les capitales turques. 14 suspects ont d'ailleurs été arrêtés. Pour le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, il ne fait aucun doute que la branche armée du Parti de l'Union démocratique a réalisé cette attaque, en coordination avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, une formation illégale en Turquie. Dans le sud-est du pays, une autre explosion a tué au moins 6 soldats turcs. Les autorités considèrent que le PKK en est l'instigateur. D'après le chef du gouvernement turc, Ankara a réalisé des attaques aériennes au-delà de sa frontière, visant les rebelles kurdes du PKK stationnés dans le nord de l'Irak. Nos opérations militaires se poursuivent. Dans ce cadre de travail, nos forces armées, notre aviation, ont pris part à une opération intense contre le camp d'Aftanin dans le nord irakien. Entre 60 et 70 éléments terroristes, dont certains noms sont ceux de meneurs que nous connaissons, ont été tués. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui déclaré que l'attentat suicide à la bombe d'Ankara montrera à la communauté internationale les liens étroits qui existent entre le PKK en Turquie et la milice syrienne kurde du Parti de l'Union démocratique. Nous n'avons pas été capables de convaincre la communauté internationale, et en particulier nos amis, des liens étroits unissant le Parti kurde de l'Union démocratique, les unités de protection du peuple dans le nord de la Syrie et le Parti des travailleurs du Kurdistan en Turquie. Face à cet événement, ils feront certainement preuve d'une compréhension plus favorable à propos de la position turque affirmant que le PKK et les unités de protection du peuple sont une même organisation. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe déclare que la Turquie ment lorsqu'elle dit que les avions de guerre russes visent des populations civiles et des hôpitaux en Syrie. Toutes ces déclarations faites par les dirigeants turcs ne sont que de la propagande et il n'est pas suffisant de dire qu'elles sont fausses. On peut dire que ce sont des mensonges. Dire que la Russie et l'armée de l'air russe ont pris part dans la destruction ciblée de populations civiles syriennes, d'écoles et d'hôpitaux syriens, c'est mentir. La porte-parole russe a déclaré que les accusations des nations occidentales contre la Russie concernant des bombardements aériens sur des hôpitaux en Syrie ne présentaient aucune preuve ni directe ni indirecte pour prouver leurs accusations. Maria Zakharova a affirmé que l'accusation turque selon laquelle la Russie supportait l'État islamique était absolument inacceptable. En Asie, la Corée du Sud a renouvelé ses accusations à l'égard de la République populaire démocratique de Corée, selon lesquelles la majorité des fonds qu'elle a investis dans le projet de Kaesong aurait été détournée. Le programme industriel géré communément par les deux pays est actuellement suspendu et selon la Corée du Sud, les fonds investis auraient en réalité servi à financer le programme d'armement de la RPDC. Selon plusieurs sources, près de 70% de l'argent destiné à couvrir les salaires des travailleurs du complexe industriel de Kaesong a été redirigé vers les caisses du Parti des travailleurs. Cet argent a été utilisé pour développer une arme nucléaire et un missile pour financer la glorification du régime en place. Le ministre de l'Unification a également défendu le plan de Séoul qui compte installer le système de défense antimissile américain THAAD afin de contrer Pyongyang. Il a précisé que ce système est capable de pallier à la menace qu'un missile nucléaire venant de RPDC représenterait. La Corée du Sud compte ainsi renforcer son système de défense en collaboration avec les États-Unis. La Chine et la Russie sont toutefois opposées à ce déploiement qui, selon elles, pourrait être utilisé pour les atteindre. Cette seconde partie d'édition est consacrée aux actualités chinoises et nous commençons avec un sujet économique. Les risques déflationnistes menacent toujours la Chine. Les experts en économie nous ont livré leurs commentaires sur les perspectives des deux principaux indices, IPC et IPP, pour cette année et sur la manière dont les dirigeants chinois tentent de répondre à la situation actuelle. Une demande intérieure encore faible, à laquelle s'ajoutent des prix des principales matières premières au plus bas. Le risque de déflation n'a jamais autant menacé l'économie chinoise. Malgré un indice des prix à la consommation affichant une croissance moyenne d'1,4% par rapport à l'an dernier, le chiffre reste encore malheureusement loin de l'objectif de 3% de croissance fixé par le gouvernement en 2015. Et l'indice ICP restera selon toute vraisemblance
à un niveau relativement bas en 2016. La demande intérieure reste globalement faible et malgré cela, nous n'assistons pas à une importante dévaluation de la monnaie. Bien au contraire, nous constatons que le taux de change réel dollar-renminbi est resté fort. Ainsi, tout porte à croire que la hausse de l'indice des prix à la consommation sera très limitée et se situera aux alentours des 1,5 à 2% pour l'ensemble de l'année. Les cycles déflationnistes poussent les consommateurs à contenir leurs achats et incitent les entreprises à repousser leurs projets d'investissement en raison de la crainte d'une poursuite de la baisse des prix. La Banque centrale chinoise est quant à elle plus optimiste, en annonçant que les prix à la consommation devront encore augmenter de 1,7% en 2016, alors que selon les dernières prévisions, l'indice des prix à la production devrait baisser par rapport à l'année dernière d'environ 1,8%. Une chose est sûre, l'indice des prix à la consommation restera à un niveau très faible, à savoir en dessous des 2%, probablement aux alentours des 1,6-1,7%, comme l'indiquent certaines prévisions. Cependant, l'activité manufacturière et les prévisions de carnet de commandes ne laissent pas encore entrevoir de reprise à court terme, aggravant toujours plus la situation. L'indice officiel PMI des directeurs d'achat est tombé à 49,4 en janvier, alors qu'il était encore tout proche des 50 points au mois de décembre dernier, seuil marquant la croissance ou la contraction de l'activité économique. Il s'agit là de la baisse la plus marquée depuis le mois d'août 2012. Elle marque clairement la pression qui pèse sur le niveau des prix, ainsi que les surcapacités dans les secteurs clés de l'économie chinoise, tels que la production d'acier et d'énergie. La police espagnole a arrêté 5 cadres de la Banque industrielle et commerciale de Chine à Madrid mercredi au cours d'une perquisition dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de capitaux présumés. La police n'a pas encore spécifié le montant d'argent dont il est question. Un porte-parole de ICBC à Beijing a annoncé que la succursale de Madrid collabore avec les enquêteurs. L'ambassade de Chine en Espagne a précisé ne pas avoir reçu de notification officielle de la part des autorités espagnoles dans le cadre de cette affaire. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement espère que l'Espagne a géré la situation de manière juste et conformément à la loi. ICBC est la première banque chinoise en termes d'actifs. Santé à présent, la ville de Guangzhou prend des mesures contre le virus Zika. En effet, 2 personnes y ont été diagnostiquées comme étant porteuses du virus. Guangzhou est en état d'alerte. Nous avons installé des appareils infrarouges pour lire la température du corps. Ils ciblent différentes positions du visage pour ne pas manquer un cas de fièvre. Guangzhou est un hub commercial et un centre d'échange entre la Chine et l'Amérique latine, où sévit justement le virus Zika. Des précautions sont prises pour vérifier la température des passagers qui passent par l'aéroport de la ville. Les cas suspects seront examinés plus avant. Après avoir envoyé des échantillons de sang, nous allons informer le centre d'urgence pour qu'il transfère le patient et le place en isolation pour traitement. Des procédés de surveillance supplémentaires ont été installés dans les ports, les stations de bus de la province, mais les médecins disent que la possibilité d'une épidémie est faible. Les symptômes sont légers. Zika attire beaucoup d'attention à cause des femmes enceintes de bébés microcéphales. Et il n'existe aucun vaccin contre le virus. Nous ne savons toujours pas si le virus peut se transmettre par l'allaitement, les relations sexuelles ou la salive. Le deuxième cas de Zika avait été détecté à Guangzhou il y a une semaine. La température du patient est de nouveau normale. Les experts disent que les symptômes peuvent durer jusqu'à 7 jours, une période pendant laquelle la plupart des patients finissent par guérir. Les provinces du sud de la Chine ont commencé une campagne d'élimination des moustiques avant la saison chaude. L'américain Apple lance officiellement son service de paiement Apple Pay en Chine en vue d'acquérir de nouvelles parts de marché du paiement mobile de plus en plus populaire. En tout, 19 grands partenaires chinois ont signé avec Apple, représentant d'ores et déjà 80% des cartes de crédit et de débit qui circulent en Chine. Elles sont utilisables chez un tiers des commerçants acceptant ce type de carte. La Chine représente le 2e plus grand marché d'Apple en termes de revenus. Les statistiques montrent que près de 360 millions des utilisateurs règlent déjà leurs achats avec leur téléphone mobile en Chine.
Cependant, d'après les analystes, Apple Pay devra faire face à une rude concurrence dans le pays parce que les systèmes de paiement locaux saturent déjà le marché. La fête des lanternes en Chine qui tombe cette année le 22 février clôture la fête du printemps. Allons voir dans le sud-ouest de la Chine pour voir comment les minorités ethniques célèbrent cette fête. Si vous faites partie du peuple Gelao dans la province du Guizhou, la fête des lanternes vient à votre porte. Durant les 15 premiers jours du premier mois lunaire, des artistes viennent chez vous avec des lanternes et des chansons et les propriétaires donnent de l'argent et de la liqueur pour garantir la bonne chance à l'année qui arrive. Cette tradition a une histoire de plus de 1000 ans. L'on peut apprendre beaucoup d'histoires avec leur chant. Et le peuple ethnique Miao, aussi dans le Guizhou, met des costumes traditionnels et des bijoux et se rassemble sur une place pour chanter, danser et jouer des instruments traditionnels. Bien sûr, les photographes sont de sortie pour capturer l'événement. Tous les villageois se rassemblent ici avec leurs beaux vêtements et leurs bijoux en argent brillant. C'est un spectacle pour moi. Pendant ce temps, alors que le paysage autour de Yuxi, dans la province du Yunnan, fleurit avec les fleurs de colza, les gens de la minorité Yi dansent dans des champs dorés lors d'un festival qu'ils appellent Kai Xinjie. Il coïncide avec le festival du tourisme de la fleur de colza de la ville. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue dans 2h30. Excellente suite de programme sur CCTV Français.